gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left. 6h30 sur le réseau synchronisé de la RTS. Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et j'en profite pour vous souhaiter un bon début de semaine en notre compagnie. Kinkeliba qui vous accompagne dans votre routine du matin tout en vous informant dans la bonne humeur. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023 et comme tous les lundis, vous retrouverez les chroniques du jour, celles de Abdul Aziz Ban, le sport et également Toumani avec la rubrique Tendance. Tous les jours, vous avez justement les capsules gymnastiques et le bulletin d'information. Nous sommes en direct sur la Une et également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook RTS et également la page Facebook Kinkeliba. En attendant d'accueillir l'équipe qui va me rejoindre dans une poignée de minutes, je vous propose de faire un peu d'exercice avec nos coachs Tandara et le coach Choubou. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à votre émission Kinkeliba. La gym qui reprend pour toute la semaine, mesdames et messieurs. Et comme d'habitude, le cardio du lundi qui va démarrer. Mais avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, un petit conseil. La pratique sportive, évidemment, est comme le dirait l'autre, avec tout ce que cela implique, en tout cas, qui permet d'améliorer tout ce code physique, sociologique, mais également au plan psychique. Je vous recommande, en tout cas, mesdames et messieurs, de pratiquer, toujours pratiquer. Alors, cela dit, ce cardio du lundi, avec aujourd'hui le duo de coach, il s'agit bien sûr du coach Beau, en compagnie du coach Mansour. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, avec les multiples facettes qu'ils vont vous proposer. Alors, suivez d'abord avec le coach Beau, le petit mot, ensuite. On va revenir sur le plateau. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là encore ce lundi, donc au début de semaine. On est là pour présenter notre capsule qui va porter sur le cardio du lundi, comme l'a si bien dit coach Tandara. Tous les lundis, on fait le début de nos capsules par le cardio. Vous savez bien, pour votre santé cardiovasculaire, il est important de faire du cardio. Pour votre planning d'entraînement aussi de la semaine, du cardio, il est toujours intéressant et important. Donc aujourd'hui, on va vous les présenter sous forme de duo training avec mon collègue coach Mansour qui est là. N'empêche, on va utiliser des élastiques, des bandes élastiques pour un tout petit peu varier la forme et les techniques qu'on peut pouvoir faire notre cardio. On est là, on va vous les présenter. À tout de suite dans nos démonstrations. Et c'est parti pour notre cardio du lundi. Alors, suivez le coach Bou en rouge et le coach Mansour en bleu et noir. Alors ici, mesdames et messieurs, avec ces sautillements, voilà la petite pause et nous allons revenir avec ce cardio, évidemment, une sorte surtout de Tabata. Alors regardez ici, mesdames et messieurs, assez original tout de même, puisque avec ces jeux de jambes, alors regardez ici, voilà, et le relais, ça va se poursuivre. Et maintenant, avec le coach Mansour, alors il faut dire que, mesdames et messieurs, ça va relever un peu eh bien, le rythme cardiaque et c'est une excellente chose puisque là, eh bien, on va pousser les procédés aérobie vers l'anaérobie lactique, autant pour moi. Alors regardez ici, absolument beau avec le coach Mansour. Alors tout de suite le duo, mesdames et messieurs de coach, on va avec mesdames et messieurs, ici, alors regardez une sorte, en tout cas, eh bien, de station écartée qui va s'enfermer rapidement et ça va aller, mesdames et messieurs, pour relever le rythme. Alors, et ça repart, en tout cas, une sorte de... Ça ressemble un peu avec les pilates lorsque les mouvements de tout à l'heure, vous avez vu, mesdames et messieurs. Alors, regardez ici, c'est vrai qu'avec ces jeux de jambes, les genoux qui montent, et là, ça va travailler aussi un tout petit peu les adducteurs. Hein. Allez, le cardio du lundi, mesdames et messieurs, est terminé. Et maintenant, nous allons passer à un autre volet, le volet terminal de l'entraînement. Cela veut dire quoi? Eh bien, regardez ces belles élongations
et donc le remplacement de cette chaîne musculaire. En tout cas, ça c'est vraiment important, mesdames et messieurs. Alors, tout à l'heure, nous allons donner la parole à le coach Mansour. Coach Bou, c'est à vous. Alors, j'espère bien que vous avez bien suivi les techniques qui ont été proposées pour notre cardio du lundi. Donc, on va se donner rendez-vous juste à demain, Inch'Allah, pour nos prochaines capsules. On vous dit très bonne journée à tout le monde. Merci coach Bou, merci également au coach Mansour. Alors chers amis téléspectateurs qui suivez votre télévision nationale, merci également à vous. En tout cas, nous avons été très ravis d'être avec vous et certainement vous allez nous suivre après puisque demain également, eh bien, nous serons ici. Alors le plateau, je vous salue tous et je vous souhaite une excellente journée. Allez, à demain. À demain à vous, coach Tandara, El Hadi coach Tandara, comment bien, même si bien l'appeler. En plateau, Abdelaziz Banser, le quinquilipa de ce matin. Bonjour Abdelaziz, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, bien réveillé? Oui. Merci pour le quinquilipa de ce matin, accompagné de Sarah Louya. Comment vas-tu? Très bien, Anta, bonjour. Ça va? Bah oui, ça va. Hier, je t'ai aperçu justement. Ah oui, avec le plateau spécial consacré à la diffusion du film Chasseur d'étoiles de Maram Kairé, plateau spécial avec des invités, professeur Omar Diao et quelques étudiants et l'encadrement du groupe BEM. C'était très bien. Belle tech, c'est ça? Exactement, c'était très bien. Très bien, en tout cas, belle émission d'hier. Merci beaucoup. Alors, ce matin, qui sont nos invités du jour? Alors, dans ce premier numéro de la semaine et sur ce plateau, donc, pour la première partie, El Hadj Babacar Diop est notre invité. Il est le directeur des services judiciaires au ministère de la Justice, responsable du programme Justice judiciaire, magistrat hors hiérarchie et membre de la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Alors, depuis la 7e édition, il est membre de cette commission. Vous le savez probablement déjà, la 9e édition de cette rencontre internationale et importante de Dakar démarre donc ce lundi, sous la présidence du chef de l'État. Et avec lui en plateau, on fait tout simplement le point sur les avancées notées grâce à l'organisation de ce forum, les enjeux, les défis également. On reparlera du thème, l'Afrique des potentiels face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle, un thème d'actualité, surtout dans notre sous-région ouest-africaine. Et à ses côtés, dans la deuxième partie de cette émission, nous donnerons la parole à Dr Damien Sen, secrétaire général de l'Association internationale pour le développement, l'éducation et l'éducation de Ngoé, dans la région de Tataguine. Nous sommes dans la commune de Tataguine, région de Fatick plutôt. Depuis 2018, eh bien, cette association a permis tout simplement de façon significative d'améliorer les conditions de vie des populations. D'ailleurs, ce week-end, ils ont procédé à l'inauguration de 18 classes du lycée de Ndofangor. On en reparle dans un petit moment. Alors, construction et équipement également, il faut le préciser, de ces 18 salles de classe. C'est véritablement un modèle d'engagement communautaire ce matin que nous célébrons sur le plateau avec sa présence. Voilà donc nos deux invités de ce lundi matin. Bonjour Monsieur Babacar, comment allez-vous? Alors, le forum commence aujourd'hui? Le forum commence aujourd'hui. À partir de 9h, le chef de l'État va faire la cérémonie d'ouverture avec un plateau de haute personnalité, dont des chefs d'État, avant que les choses sérieuses ne commencent avec le côté informel du forum. C'est ça. Très bien. Et magistrat hors classe, ça veut dire? Voilà, c'est assez compliqué la hiérarchie des magistrats. C'est un des corps de l'État, un des hauts corps de l'État, qui est régi par une loi organique pour son statut. Et voilà, ce sont des grades, des degrés pour avancer. Et hors hiérarchie, c'est un peu un grade qui est au-dessus, mais qui ne termine pas la carrière du magistrat. Il y a encore beaucoup d'échelons à franchir avant d'en arriver au sommet. Très bien. À vos côtés, docteur Damien Sen, comment allez-vous? Bien réveillé ce matin? Très bien. Bien réveillé. Comment s'est passée l'inauguration de ces 18 classes que Sarah le disait tout à l'heure, qui sont déjà équipées et fonctionnelles? Une très belle inauguration, une mobilisation exceptionnelle de la population, une mobilisation exceptionnelle des professeurs, des élèves, environ 2000 à 3000 personnes présentes pour accueillir, pour fêter les donateurs, des donateurs privés, des mécènes privés, dont certains ne sont pas étrangers, les deux fondations, que sont la fondation Sonatel, la fondation Port Autonome, et avec la présence du ministre
de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, la présence du ministre de l'Artisanat, Biram Faye, la présence des autorités locales, administratives, et une excellente fête, un feu d'artifice de l'amitié. La culture était à l'honneur? Toujours. Toujours, très bien. En PICRR, toujours. Et on en parlera dans la seconde partie de ce magazine. Il nous accompagne également ce matin, Abdelaziz Ben. Quel est le menu de ta chronique de ce matin? Du mondial U17, avec les demi-finales qui sont prévues demain mardi. On va parler également de football de Ligue 1, des résultats de la 5e journée, mais également des résultats de Ligue 2. Parler de futsal, avec le futsal qui donc prépare les JOJ de 2026. On va également parler de canoë-kayak avec le Sénégal, qui a enregistré Combesec comme a qualifié aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais également parler du comité Alekaza avec Malamine Tamba, qui a décidé de ne pas briguer un 3e mandat et qui a été remplacé après un vote qui s'est déroulé hier à la FASTEF. Très bien, on va rester avec toi dans la foulée. On commence par justement le mondial. Avant de démarrer, tu as reçu un prix. C'est ton portrait. Quel portrait? Le dessin là. Abdelaziz Ben. Ah, j'avais pas vu. C'est pas grave, je vais faire ça. J'avais pas vu, moi. Abdelaziz Ben. Alors, on commence avec le mondial U17 de Mali face à la France en demi-finale. Les Aiglons du Mali ont donc battu le Maroc sur le score d'1-0. Même résultat pour le match France-Ouzbékistan en faveur de la France. Le résumé de ces deux rencontres signé Ibrahim Mbop. Au choc entre deux nations africaines au Manahan Stadium de Surakarta, le Mali face au Maroc pour une place en demi-finale. Les Aiglonnais contrôlent le match et butent sur Benrozil à 3 reprises en première période. Le Mali aurait pu aller à la pause avec au moins une avance d'1 but. Les protégés de Soumaïla Koulibaly ont eu la possession et les occasions les plus nettes. Une domination validée par le but d'Ibrahim Diarra à la 81e minute. Kanaté a raté le coche avec un tir repoussé par le poteau. Le deuxième ballon est repris par le talentueux Ibrahima Diarra. Dans l'autre quart de finale, la France l'emporte sur le fil devant l'Ouzbékistan. Tinkres manque une occasion franche en seconde période, un poteau sortant, puis un tir hors cadre. À la 65e minute, Saïdov croit donner l'avantage aux Ouzbeks. Le but est refusé pour une position de hors-jeu après consultation de la VAR. Après les changements opérés par Vanucci, la France est plus remuante au plan offensif. À la 83e minute, Yoram Zagué délivre un bon centre à Lambourde qui trouve la barre transversale. À l'affût, Ismaël Bouneb fait la différence. Les Bleus se hissent dans le carré d'as de la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec 5 clean sheets. Sur la transversale et puis le deuxième ballon de Ismaël Bouneb, le joueur de Valenciennes, pour son premier but dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Abdelaziz Ben pour justement cet élément. Je sais que la France a éliminé quand même le Sénégal dans ce mondial U17. Je vais faire réagir, pourquoi pas, M. Babacar Diop. Vous avez suivi un peu le match France-Sénégal? Oui, j'ai suivi le match avec le cœur un peu serré. Dans la mesure où déjà dans les qualifications, je crois que le 3e match, c'était un match pour faire tourner l'effectif. Pour les coiffeurs. Bon, je ne jette pas l'opprobre sur le coach. Bien sûr. Mais j'aurais été à sa place. Malheureusement, je ne le suis pas. Je n'aurais pas fait jouer mes meilleurs joueurs. Et j'aurais eu beaucoup plus de chances de tuer le match contre la France. Surtout qu'on cherchait juste un nul au moins pour pouvoir avancer, Sarah. Oui, ça aurait suffi pour... C'est-à-dire qu'on avait déjà la qualification en poche. Tout ce qu'il fallait faire, c'est faire de petits calculs pour... Gérer. Voilà, exactement. Pour ne pas prendre 4 buts face au Japon. Et ne pas tomber sur la France pour la suite de la compétition, avoir un adversaire de moindre calibre et continuer tranquillement justement notre route, parce qu'il y avait de la place pour cette équipe sénégalaise jusqu'en finale et même au-delà, à revenir avec le trophée. Parce que quand on voit les qualités techniques et tactiques de cette équipe du Sénégal, on peut nourrir énormément de regrets. Même face à la France, on aurait pu gagner. On a manqué de réalisme. Et c'est justement dans ces matchs qui sont serrés, compliqués comme ça, qu'on a besoin du joker, c'est-à-dire de quelqu'un comme Amara Diouf, de quelqu'un comme Sadio qui prend véritablement le match à son compte et qui fait la différence. C'est ce qui nous a manqué. Et contre la France, on va au tir au but. Bon, on connaît notre
notre amour ou désamour avec ces fatidiques séances de tir au but. C'est pile ou face, ça ne nous a pas souri cette fois-ci, c'est dommage, on est éliminé, on rentre. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est justement cette décision aussi de la FIFA. Je disais vendredi qu'il fallait de l'objectivité et on n'a pas vu véritablement d'objectivité dans cette décision de la FIFA. C'est-à-dire que faire jouer ce joueur nigérien dans la sélection U17, il avait déjà joué au Niger. Avec la CAN U17. Ça ne fait pas un an. Donc il fallait disqualifier cette équipe de France, mais c'est la France. Si c'était une équipe africaine... Moi, mon avis, c'est que si on en arrive à jouer au poker avec des règles juridiques, c'est qu'on n'a pas été bon sur le terrain. C'est-à-dire un match, ça se gagne aussi sur le terrain. C'est pas seulement les joueurs, c'est à la fois les joueurs, le coach. C'est beaucoup d'humilité, parce que cette équipe, elle était bonne. Peut-être qu'on a cru qu'on devait gagner tous les matchs. C'est pas important. Il faut être stratège. Et je vois que notre coach national, d'ailleurs, Ayol Cissé, commence à le devenir. Voilà, stratège il faut être et fair play. Non, mais moi, stratège, fair play et égoïste. Oui. Quand on doit gagner des choses, on gagne correctement. On gagne des choses, on met les joueurs qu'il faut pour avoir le nul et non pas toujours monter sur ces grands chevaux et vouloir tout gagner. Je crois que c'est ce qui nous a perdu. Non, moi, en fait, par rapport à la décision de la FIFA, ce n'est pas seulement pour nous, pour le Sénégal, pour nous permettre de contribuer. Pour le tournoi. Mais c'est pour le tournoi de manière générale, je veux dire. La ça aurait été une équipe africaine, on aurait elle aurait même dû s'autosaisir en voyant la liste des joueurs et en voyant que ce joueur Issoufou a joué la CAN il y a moins d'un an et encore présent dans l'effectif des U17 de la France. Ça, c'est pas normal. Les règles, il faut les respecter. C'est la FIFA qui dicte ces règles-là. Mais c'est la France, donc on laisse passer. En étant adepte du Navetan, je n'ai pas compris comment on peut porter réserve 5 jours avant le début de la compétition. Au Navetan, ils auraient même dû trancher depuis la plainte du Burkina Faso. Au Navetan, on parle d'évocation. Quand tu sais que le joueur n'est pas en règle, tu le laisses jouer. Après le match, même si tu perds, même si tu gagnes, tu fais une évocation. Et là, ça te permet d'avoir les points pour le match auquel il a assisté. Mais vouloir dire qu'il faut 5 jours avant la compétition, les informations, c'est brut. Et quand la France, en tant que telle équipe, a porté réserve sur tel joueur, on va retirer le joueur. L'exemple, c'est quand la France devait rencontrer le Sénégal, quand il y a eu cette information, ils ont retiré le joueur. Le joueur devait jouer. Comme titulaire. Ils l'ont retiré de la feuille de match, donc pour permettre à la France de jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la FIFA qui devait même s'autosaisir. Parce qu'il y a eu faute. Il y a eu fraude. Donc il faut une sanction derrière. C'est trop simple aussi. Il y a pas de différence entre les équipes africaines. Non, pas africaines forcément. C'est-à-dire que les sélections A, les équipes nationales A, par exemple. Et les U17. Il n'y a pas, en fait, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais il semble qu'en dessous de ces catégories, vous pouvez voir des joueurs qui jouent d'une équipe ou une autre. Vous voyez, par exemple, on peut avoir parfaitement joué avec les U17 ou les U20 ou U21 françaises, par exemple, et rejoindre l'équipe A sénégalaise dans un deuxième temps. L'équipe A sénégalaise. Mais pour les U17, c'est quand vous jouez une CAN, quand vous jouez pour un pays donné, vous disputez une compétition, et notre équipe se qualifie, vous allez jouer pour l'autre équipe qui s'est qualifiée. C'est ce qui s'est passé. Donc, là, le Niger ne s'est pas qualifié. Le Niger ne s'est pas qualifié pour le mondial. Mais si c'est ce qui est prévu par la réglementation. Le Niger ne s'est pas qualifié et il est allé jouer pour la France. Oui, il a joué pour la France. En moins d'un an. Et même pour le changement de nationalité, la France devait écrire à la FIFA pour leur dire que tel joueur qui a disputé les U17, la CAN U17 avec telle équipe, a changé de nationalité et maintenant il est français. Ce qui n'a pas été fait par la France. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit, voilà. Quand vous voyez qu'il a été retiré de la liste contre le Sénégal, vous comprenez qu'ils ont compris. Non, contre le Sénégal, il n'a pas joué. Il n'a pas joué contre le Sénégal. Anguille sous roche. Voilà. Maintenant, au Navetan, c'est le secrétaire général donc, qui va donc être sanctionné avec le club et même aussi avec le joueur qui devait être sanctionné. D'accord. La France devrait être disqualifiée. En principe. Si la France était disqualifiée, c'est l'Ouzbékistan qui allait se qualifier en demi-finale. Et puis si elle était éliminée, on allait voir entre les États-Unis, le Burkina et le Sénégal, et l'équipe allait venir disputer les cartes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On va quand même évoluer justement avec les résultats de la 5e journée de Ligue 1, le football local. Alors, tu nous parles de cette 5e journée. Avec les résultats de cette 5e journée, Teungueth Football Club, 2e au classement, qui a fait match nul avec Dakar Sacré-Cœur, le leader actuel, 0 but partout. AS Pikine qui bat Djambar de Saly
1-0. Casa Sport, US Gorée, 0 but partout. Le Stade de Mbour et Guédiawaye Football Club ont fait match nul, 1 but partout. Jaraaf Sonacos, 1 but partout également. Jamono de Fatick, Linguère, 0 but partout. Génération Foot, Union Sportive de Ouakam, 1-0 pour Génération Foot. Il n'y a eu que 2 victoires lors de cette 5e journée. Un nul de Linguère face à Diamono. Oui, c'est la Linguère de Saint-Louis donc, qui a fait match nul donc, contre cette équipe de Diamono de Fatick. Diamono de Fatick donc, qui a rejoint le premier, cette équipe qui a rejoint cette année la Ligue 1 et puis qui a fait match nul avec la Linguère de Saint-Louis. La Linguère était en déplacement au niveau de Fatick. Donc c'est un bon match nul. C'est un bon match nul. Oui, en déplacement dans ce championnat, quand vous sortez et que vous êtes aussi vous faites match nul, donc c'est un bon point à l'extérieur. Donc il faudra recevoir et gagner. Très bien. Qui nous permet d'aller. Ce sera un championnat très disputé. Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est Dakar Sacré-Cœur qui est en tête. Suivi de Teungueth Football Club et ça va être très disputé ce championnat-là. Et une pensée à Alioune Badara Kane qui nous suit sans doute, qui supporte vraiment ce Linger Club. C'est le Linger Club, c'est ça? La Linger de Saint-Louis. ASC. Très bien. Et qu'en est-il? Sportive, culturelle et économique, la Linger de Saint-Louis. Très bien. L'équipe de cœur de Alioune Badara Kane. Et le Casa Sport. Le Casa Sport qui est dernier. Le Casa actuellement occupe la dernière place du championnat. L'équipe qui a remporté il y a 2 ans le championnat et la Coupe du Sénégal. Le doublé, oui. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements au niveau de son effectif. Aujourd'hui, de jeunes joueurs, de joueurs qui connaissent à peine le championnat sénégalais et qui sont aujourd'hui alignés. Donc ça fait des débuts difficiles pour le Casa Sport, mais il faut s'en remettre à Demba Ramata Ndiaye qui disait tout le temps que le Casa Sport, ils sont des dieselistes. Ils démarrent moins bon et quand ça commence à démarrer, c'est parti. D'accord, alors qu'est-ce qu'ils l'expliquent? Donc ça doit être le changement justement d'effectif, c'est ça? Oui, normalement c'est le changement d'effectif parce qu'aujourd'hui ils ont de jeunes joueurs. Ils avaient des joueurs qui ont fait plus de 5 ans au niveau du club. On se rappelle du capitaine dont je parlais tout à l'heure, Pierre-Benoît Obiamanga, un maîtrisant en physique et chimie, donc, qui a été capitaine pendant plus de 10 ans au Casa Sport. Aujourd'hui, il a été libéré, il est au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il joue actuellement au niveau de l'université. Moussa Koli, beaucoup de joueurs du Casa Sport ont quitté pour aller dans le meilleur buteur de l'année dernière. Donc aujourd'hui, Abdoulaye Gassama, il est actuellement au Guédiawaye Football Club. Beaucoup de joueurs ont quitté pour aller à Pikine, pour aller à Guédiawaye, pour aller au Jaraaf également. On se rappelle de Emet Ndeng. Mais aujourd'hui, ça va être très difficile pour le Casa Sport de pouvoir compter sur ces jeunes joueurs-là. Je pense que le coach Ansou Diadjo aura beaucoup de travail à faire pour permettre au Casa Sport de se reprendre. Et puis, c'est une grande équipe. Ils ont les moyens de pouvoir compter déjà sur... en janvier, il y aura donc cette ouverture du marché des transferts, récupérer de nouveaux joueurs pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Très bien. Et qu'en est-il de la seconde ligue, la Ligue 2 plutôt? Oui, la Ligue 2 avec les résultats de la 5e journée. Demba Diop qui a été Demba Diop de Mbour, battu par Niary Tally, 1-0. Amitié FC battu par Senefs de Thiès, 3-1 dans le derby thiessois. Renaissance sportive de Yoff, Keur Madior, 0 but partout. Et puis tenez-vous bien, HLM qui étrille Oslo FA 5-0. HLM est nouveau leader. Agel de Thiès, Agel contre Thiès FC 0 but partout. AS Douane battu par Ndiambour de Louga 1-0. Je vois Damsila en train de jubiler et Walidane qui a été battu par le Dakar University Club 2-0. Très bien, on va continuer avec les JOJ 2026. Le futsal, la discipline qui fait focus, c'est ça? Oui, sur les JOJ de 2026, l'objectif pour le futsal est de bien préparer les JOJ de 2026, c'est de former les jeunes et mettre en place des équipes compétitives à l'image de l'Académie fédérale des jeunes pétris de talents qui sont illustrés lors du festival de futsal. Voici Alioune Badara Wade, il est le responsable du futsal sénégalais. On a passé une belle journée de festival de futsal dont les jeunes ont aimé et ils ont donné à fond sur le plan technico-tactique. Et franchement, ça a été émouvant. Et ça, c'est juste une simulation. Une simulation pour les prochaines échéances. C'est le travail de tout le monde, de la fédération, des encadreurs, et depuis les détections et jusqu'à la sélection. Donc, bien que la sélection n'est pas fermée, mais eux aussi, ils sont en train de se démontrer pour montrer leur talent et essayer aussi de donner le maximum pour préserver aussi
d'ici peu de temps, on va montrer un autre visage du futsal sénégalais. Ce serait intéressant de faire des matchs sur le plan international. Si on peut les inviter à venir, cela nous permettrait de bien voir aussi le niveau de nos compétiteurs, de l'équipe fédérale, comme sur l'équipe fédérale féminine qui a remporté aussi la coupe, tant aussi sur l'équipe fédérale masculine. Et ça, je le félicite et félicite infiniment la direction technique nationale et aussi la fédération, le comité exécutif et toutes les personnes qui nous ont soutenus de nos jours. Et je rends hommage aussi à toutes les personnes qui ont tout donné pour le futsal et malheureusement qui n'ont pas vu le futsal, la balle rouler ici à Diamniadio. Est-ce que finalement on a beaucoup de salles où on peut jouer de futsal ici au Sénégal? Ça va être très compliqué. Là, déjà, c'est à Diamniadio, il y a un terrain à Diamniadio, il y a également à Thiès, au niveau du CNEPS. Donc, c'est déjà peu pour permettre à cette discipline de pouvoir se développer. Très bien. Et je pense que même en plein air, on peut jouer du futsal et permettre à ces jeunes-là d'être formés et puis d'être performants avant les JOJ de 2026. Futsal en plein air? Oui, c'est l'équipe fédérale. La fédération a une équipe de futsal, de football, équipe de telle discipline pour permettre de bien préparer ces JOJ de la jeunesse. Et c'est bien de pouvoir organiser ces genres de compétitions, de recueillir le nombre d'adhérents et puis de permettre au Sénégal d'avoir des médailles en 2026. Très bien, on va parler d'une toute autre discipline, le canoë-kayak, Combesec qualifié aux Jeux Olympiques. La tête sénégalaise Combesec a décroché la médaille d'argent au 9e championnat d'Afrique de canoë sprint et para-canoë qui se déroule depuis le 21 novembre au lac Djabi à Abuja, au Nigeria, des joutes qualificatives aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La Nigériane Bello Ayomide Powe, vainqueur de la course, était déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques, ce qui a ouvert la voie à Combesec, sociétaire du club de Wakam, donc, qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Félicitations à Combesec pour cette qualification. Félicitations à elle, qualification. Alors les Jeux Olympiques se dérouleront quand? Et en 2024, ce sera à Paris. À Paris. Très bien. Un commentaire par rapport aux Jeux Olympiques? Non, je pensais plutôt aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Ah d'accord, c'est en 2026. Ça c'est 2026 au Sénégal. Oui, c'est cela. C'était avec le futsal, mais pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, Combesec représentera le Sénégal au canoë-kayak. De la délégation sénégalaise. Très bien, on va parler justement de supporters, justement avec Alekaza. Alors le comité Alekaza de Dakar, Djibril Gueye remplacé par Malamine Tamba qui était durant combien d'années? Deux mandats. Hein. Deux mandats, d'accord. L'emblématique président du comité des supporters Alekaza Malamine Tamba n'a pas souhaité diguer un troisième mandat à la tête du comité Alekaza de Dakar lors de l'Assemblée générale tenue hier dimanche à la FASEF. Djibril Gueye, après le processus électoral, a été élu président du comité Alekaza section Dakar. Donc félicitations à lui et félicitations également à l'équipe de la RTS qui s'est qualifiée pour le tournoi en demi-finale en battant l'équipe du ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Notre ministère de tutelle. Tu avais annoncé le match sur le plateau, vendredi, on avait annoncé. On a gagné? Oui, on a gagné. Déjà, samedi, on joue les demi-finales. On attend de connaître notre adversaire pour les demi-finales. Qui a représenté l'équipe de la RTS? On était nombreux. Hein. Tu étais de l'équipe? Oui, j'étais de l'équipe. Capitaine? Non, le capitaine, c'était Koli. Ah, ok. Digne d'être un capitaine, Amadou Makhtar Koli. Il y avait Albouri, notre gardien. Malheureusement, il était absent, mais c'est lui notre gardien titulaire. Ah oui. Albouri Ingest? Oui, Thierno Diallo, il est le deuxième gardien. Parfois, quand il n'y a pas les deux qui viennent, je gère la troisième place. Mais et le score final? 2-1 Ah bah c'est bien. Pour la RTS. Il y avait deux joueurs de la RTS 4 de Ziguinchor, Ndiaye et Ndoye. Deux joueurs également de RTS 5 Matam. On a fait appel aux régions pour venir renforcer l'équipe et puis vous n'avez pas tort de gagner. Félicitations à l'équipe nationale, l'équipe nationale de la RTS. Exactement. Alors, on va justement terminer avec ta chronique. Merci beaucoup pour cette belle chronique de ce matin. Beaucoup d'actualités sportives ce matin. Alors, on va passer à la rubrique invité. Alors, Sarah Luya, on commence par Monsieur El Hadj Boubacar Diop. Oui, Boubacar Diop, bien évidemment, puisque c'est l'actualité phare du jour. L'ouverture
l'ouverture officielle du Forum international de Dakar, la 9e édition qui démarre donc dans quelques heures exactement. Ce sera d'ailleurs en direct sur nos antennes, cérémonie qui sera présidée par le chef de l'État. Vous annonciez d'autres chefs d'État qui sont déjà arrivés dans la capitale et qui vont y assister également, docteur Babacar Diop. Oui, ils vont y assister. Mais ce qu'il faut retenir du forum, c'est que c'est un événement informel qui existe depuis 2014. Et nous en sommes à la 9e édition. Et ce forum est organisé par le ministère des Affaires étrangères. Et la réflexion, la commission scientifique est souvent confiée au Centre des hautes études de défense et de sécurité, le CHEDS, qui, par nature, est dans la stratégie, dans la veille économique, dans la veille et l'alerte sur les questions de sécurité et de défense. Donc chaque année, on leur confie la commission scientifique pour réfléchir sur les thèmes que valide M. le Président de la République. Et cette année, le thème, c'est vraiment lié toujours à la sécurité. L'Afrique des potentiels, et vous avez sauté le mot qui est très important, l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis de sécurité et à l'instabilité institutionnelle. Oui, ce n'est donc pas un forum qui regroupe tout simplement les forces de défense et de sécurité et les chefs d'État. La sécurité, elle est prise au sens large. La sécurité, même le journalisme et les médias font partie de ce secteur. La sécurité est vraiment comprise au sens large. Il y a des économistes, il y a des professeurs d'université, il y a la société civile, il y a la question genre, il y a la question de la jeunesse, il y a la question de l'immigration, les questions sanitaires. La sécurité est vraiment comprise au sens large. Et comme je dis, je rappelle, c'est un forum informel où il n'y a pas de tabou. Les gens viennent et discutent vraiment sur le plan scientifique pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice de la sécurité en Afrique. Et comme le thème le dit si bien, les forums passés, on a vraiment fait l'audit. On s'est un peu flagellé en essayant de voir quelles sont les difficultés en Afrique. Là, depuis la Covid-19, on voit que l'Afrique est résiliente. On voit qu'il y a un potentiel. On voit qu'il y a des solutions qui sont possibles. Et nous essayons de trouver ces solutions de par la discussion, de par l'apport de la communauté internationale, de la communauté africaine elle-même, pour pouvoir apporter vraiment des réponses à ces questions. Il y a de nombreuses rencontres sur la paix et la sécurité. Qu'est-ce qui fait la particularité ou la singularité de ce forum de Dakar? La particularité, c'est d'abord la teranga sénégalaise. Tout le monde vient au Sénégal et c'est un forum qui est très couru. C'est un forum qui est très couru et c'est un forum qui apporte des solutions. Les recommandations qui sont issues de ce forum-là sont souvent des recommandations qui sont pertinentes et qui permettent d'avancer sur certaines questions. Il y a 3 ans, la recommandation forte du forum était de mettre en place, par exemple, une école sous-régionale de cybersécurité. Le Sénégal a été choisi et actuellement, le Sénégal forme non seulement les Sénégalais, nos compatriotes, mais également sur le plan sous-régional, l'ensemble des experts sur ce domaine de la cybersécurité. Voilà un des exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Ces recommandations servent souvent de panier, de documents qui permettent de mettre en place l'ensemble des stratégies sur le plan sécuritaire, sur le plan du développement durable, sur le plan de la gouvernance. On parlait tout à l'heure de la FIFA et de la question de la FIFA. C'est la gouvernance sportive. Ce sont des solutions et des réflexions qui permettent de mettre en place l'équité, qui réfléchissent sur les phénomènes sécuritaires qui sont contemporains. Nous avons vu l'instabilité un peu institutionnelle liée à la fragilité constitutionnelle dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest principalement. Et c'est le lieu, il n'y a pas d'embargo. Le forum, comme je dis, je rappelle, c'est une activité informelle. Il n'y a pas d'embargo, il y a la CEDEAO, mais également il y a les pays qui sont censés être sanctionnés par la CEDEAO. Et on en tout le monde est invité à la table de discussion. Tout le monde est invité à la table de discussion. Chacun apporte sa pierre à la réflexion. Et voilà, ça permet souvent, c'est un vrai arbre à palabre.
Et ça permet souvent d'entrevoir des solutions et des pistes de solutions. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu, encore une fois, de l'impact de ce forum sur les populations directement. Je crois que c'est ce qui est aussi essentiel. On en est à la 9e édition. Quel bilan est-ce qu'on peut faire déjà de ces 8 précédentes éditions et quel impact est-ce que cela a eu sur les populations? J'en ai parlé tout à l'heure. Avec les recommandations du forum permettent d'avancer sur beaucoup de choses. Notamment la réflexion l'année passée et l'année d'avant. Après Covid, a permis au président de la République, par exemple, d'avoir cette ingénieuse idée de mettre en place une usine pour les vaccins, par exemple. Ce qui était une forte demande des Africains qui avaient du mal à trouver des vaccins au moment de la Covid. Et vous voyez, l'Institut Pasteur est en train de mettre vraiment les bouchées doubles pour que la structure qui est prévue pour produire les vaccins, pas seulement au profit du Sénégal et de l'Afrique, mais au profit du monde entier. Voilà, par exemple, un impact qui est important. L'autre impact, c'est le forum sert souvent de cadre avec les side events, parce qu'à côté du thème principal, il y a souvent des thèmes secondaires. Et c'est un agenda international pour permettre aux gens de se rencontrer. Les gens qui ne se rencontrent pas, qui qui ne se rencontrent pas souvent. S'asseoir et discuter, dans un cadre, comme je dis, je rappelle, dans un cadre informel qui n'est pas protocolaire. Et souvent, voilà, on s'échange les contacts et les adresses. On noue des partenariats à partir de ce forum-là. Et comme je dis, voilà, sur le plan international, pas seulement africain, voilà, tous les ministères des Affaires étrangères, les associations, la société civile, la presse, tout le monde vient à ce forum pour vraiment pouvoir participer à cette Des pays qui sont sanctionnés, qui pourraient échanger le Mali, avec les représentants le Burkina, le Niger, tout le monde envoie son représentant, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la Turquie, et voilà, pas seulement institutionnelle, mais également société civile, haute personnalité des universités qui viennent participer à la réflexion. Ce qui demeure sur le continent, et malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de foyers de tension, surtout dans notre sous-région ouest africaine. Il y a encore beaucoup de conflits liés à l'instabilité institutionnelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer véritablement ces foyers de tension qui naissent de plus en plus? Est-ce que c'est un effet boomerang? Est-ce que c'est parce que ça démarre ici que les autres prennent? Quelles sont véritablement les causes de tous ces conflits-là? Bon, vous entrez vraiment au cœur de la réflexion du forum. Je suis peut-être un expert en défense et sécurité pour avoir... En sécurité intérieure aussi. Oui, pour avoir passé les diplômes avec le CHETS. Mais on peut tenter d'expliquer. C'est une instabilité, et c'est l'objet de la réflexion, c'est une instabilité inconstitutionnelle qui fait que, voilà, dans les pays de la sous-région, on peut les citer, c'est le Burkina, c'est le Niger, c'est le Mali. Il y a le phénomène de la sécurité d'abord, le phénomène du terrorisme rampant qui n'épargne aucun pays et qui peut résulter de difficultés liées à la gouvernance. La justice. La justice. Quand on parle de constitution, on parle de justice, on parle d'état de droit. Ce sont autant de questions sur lesquelles on va revenir au sein de cette activité et qui permettra d'apporter la réflexion. Je n'ai pas la prétention de connaître les origines de cette instabilité institutionnelle dans la sous-région, principalement à l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi des raisons économiques à cela. Principalement, notamment au Sénégal avec l'immigration. Si on résout la question du développement économique, du développement social, du bien-être de nos populations, je pense qu'on résout à 90% les questions de gouvernance. La gouvernance, elle n'est pas seulement sécuritaire, c'est pourquoi la gouvernance sécuritaire doit être prise au sens large. Elle est également économique, elle est également sociale, elle est liée également à des questions d'équité, à des questions de niveau de vie. Ce sont autant de questions qui sont débattues lors du forum, c'est ce que j'expliquais tantôt. La sécurité doit être prise vraiment au sens large. Et c'est l'objet vraiment de ce forum informel, de permettre à tout le monde de discuter. Abdelaziz Ben? Oui, par rapport à... Je
pense qu'aujourd'hui, le forum on va dire que le forum vient à son heure. Parce qu'on sait qu'il y a ces questions-là que vous avez évoquées tout à l'heure, l'immigration, surtout cette question également autour du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui vont être débattues par l'ensemble du forum ou bien ce sont des points, des thématiques à aborder Oui, l'organisation du forum, comme je dis, elle vient à son heure. Le forum existe depuis 2014. Nous en sommes à la 9e édition. Et il y a, au-delà du plateau de haute personnalité que le président de la République va présider, il y a, le forum va se dérouler en 2 jours. Chaque jour, il y a une plénière en une demi-journée dans la matinée. Et dans l'après-midi, il y a 3 ateliers portant sur des thèmes qui ont été choisis, mais en relation avec le thème général, qui est l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Donc il y a 3 ateliers dans chaque après-midi des 2 jours, 3 ateliers simultanés où des personnes se sont inscrites sur le plan international, sur le plan national. Et on a dans ces 6 ateliers pour les 2 jours, au moins 651 personnes expertes, intervenantes, avec des modérateurs et de tous bords, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des professeurs d'université, des généraux, des diplomates, qui vont discuter sur l'ensemble de ces thèmes pendant ces 2 jours-là. À côté, au dernier jour, il y a un side event avec des rencontres beaucoup plus informelles où, selon leur intérêt, les personnes, les experts, les nations viennent rencontrer d'autres personnes, d'autres experts, d'autres organisations internationales pour pouvoir vraiment faire du réseautage et faire avancer les questions sécuritaires. C'est presque une diplomatie à l'international qui permet un réseautage assez intéressant. Et rien que ce réseautage fait que le forum est très couru. Quand on parle d'Afrique des potentiels, on fait référence véritablement à quoi? Ces solutions en Afrique également, qu'est-ce que ce serait? Le potentiel, il est là, on le sait. Il est lié à la richesse de nos sols, à tout ce qui se trouve au Sénégal avec le gaz. Ce n'est pas ça qui nous emmène plus de problèmes aussi? Pas vraiment. C'est un potentiel. Un potentiel, c'est un potentiel. Maintenant, comment gouverner avec ce potentiel-là? C'est là la question. Quelle solution il faut trouver par rapport à ce potentiel-là? Et c'est là où vraiment le forum a son importance. Les États s'y attellent. Ici au Sénégal, nous avons... le président de la République a fait adopter un ensemble de législations pour la gestion de ces ressources naturelles-là avant même qu'elles commencent à être exploitées. Ce sont sur ces entrefaits-là que le forum va discuter pour voir le potentiel, il est là, il est certain. Les ressources naturelles, les ressources humaines elles-mêmes. Nous avons des ressources humaines assez expertes. Et maintenant, comment arriver à une gouvernance équitable, à une gouvernance qui permette de trouver des solutions à ces problèmes qui sont liés effectivement à l'absence d'une vision claire, à l'absence de discussion. Et le forum est un plateau qui permet d'arriver à ces fins-là. Le mot revient, bonne gouvernance, meilleure gestion, une meilleure politique pour les jeunes également, une constitution plus forte aussi, des solutions économiques aux différents problèmes. Tout ça, ça revient généralement dans les forums et on en parle. Mais est-ce que nos chefs d'État ont vraiment compris les enjeux et l'enjeu des questions de paix et de sécurité? Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais à côté, on a l'impression qu'on passe généralement à côté de ce qu'il faut faire et cela engendre des conflits et de plus en plus sur le continent. Est-ce qu'ils ont vraiment compris les enjeux des questions de paix et de sécurité qui sous-tendent forcément les questions de développement? Je pense qu'ils l'ont compris et chacun de son côté, chaque État tente de faire de son mieux pour sortir. Je ne pense pas que quelque État qu'il puisse être ait la volonté manifeste de s'installer dans la sécurité durablement. Tout le monde veut sortir premier de la classe pour un développement et une avancée certaine sur le plan de la démocratie. Donc je ne pense pas que les États n'aient pas compris. Seulement il y a des difficultés qui sont liées au terrorisme latent, qui sont liées au manque de moyens, qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles. Et il y a une réflexion à produire.
Il y a l'aide au développement qu'il faut repenser. Le président de la République s'exprime régulièrement là-dessus. C'est ça, parce que parfois nos relations avec nos partenaires ne sont pas très équilibrées non plus. Où les décisions se prennent. Et le forum a permis d'avoir des avancées certaines là-dessus. Et dans ce contexte-là, je pense que les chefs d'État pourront bénéficier de toutes ces recommandations et de toutes ces réflexions qui sont issues du forum. Le message, c'est peut-être aussi que l'Afrique peut elle-même arriver à trouver ses propres solutions parce que le potentiel est là. On n'a pas forcément besoin d'ingérence pour trouver des solutions à nos problèmes. Oui, c'est le maître mot. Voilà, il y a ce concept de France-Afrique qui est de plus en plus rejeté. C'est ce qui explique d'ailleurs un peu l'instabilité institutionnelle autour de nous, où les Africains veulent se prendre en charge. On le voit dans les populations, dans le discours des populations. On le voit de plus en plus dans le discours des dirigeants. Et la volonté de se prendre en charge et d'avancer, non pas sans une aide internationale, mais même le mot aide gêne maintenant, dans une collaboration d'égale dignité entre les nations, quelles que soient les nations. Celle qui apporte doit pouvoir prendre, celle qui prenne doit pouvoir apporter également. Et c'est cette collaboration sur le plan international, que l'Afrique puisse être présent au Conseil de sécurité des Nations Unies, Absolument. que l'Afrique puisse être présent au G20, que l'Afrique puisse être présent autour de la table. Et parler d'une seule et même voix aussi, voilà, parce que ça aussi c'est un grand défi. Ça aussi c'est un grand défi. Je crois que les institutions sous-régionaux s'y attellent. Ce n'est pas très évident. Nous voyons les difficultés de la CEDEAO avec certains pays africains. Il y a la réglementation à respecter, mais il y a également ce dialogue à conserver. Il ne faut pas rompre le dialogue, ce dialogue à conserver avec les États, du style, puissent-ils être des États qui ont une certaine instabilité institutionnelle. Le forum permet un peu de discuter un peu de tout ça. Comme je dis, ce n'est pas protocolaire, c'est un forum informel où chaque parti ou chaque État africain vient pour apporter des solutions, pour discuter de ces difficultés et essayer même de nouer des partenariats pour pouvoir avancer dans l'instabilité institutionnelle. Et vous avez 2 questions sur nos plateformes digitales. Vous le disiez tout de suite, le forum est informel. Fatma Sogou qui dit pourquoi le forum est-il informel? Une autre question de Samba Guissé qui dit quelle place des études spatiales dans ce forum paix et sécurité? N'est-il pas plus facile de surveiller la Terre depuis l'astéroïde Maram Kairé? Oui, la première question, le forum est informel parce que voilà, ça permet de regrouper toutes les parties. Personne n'est exclu. Tout le monde peut venir, et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. Voilà, toute personne qui a la volonté de s'inscrire sur la plateforme électronique qui est dans le site du forum s'inscrit. Et selon les places disponibles, on vous permet de venir et de discuter des difficultés soit de votre pays, soit des difficultés sur le plan international. Les experts peuvent s'exprimer sur toutes les questions de sécurité, compris au sens large. Et ça nous amène à la deuxième question. Il ne s'agit pas seulement de surveillance, il ne s'agit pas seulement de défense. Il s'agit d'économie, il s'agit de développement durable, il s'agit de gouvernance économique. Donc ce n'est pas la sécurité comprise au sens gendarme du terme. Non, c'est la sécurité comprise au sens de faire développer les pays, de faire avancer les pays au sens beaucoup plus large, puisque l'économie influe beaucoup sur la sécurité. Absolument. Est-ce qu'il y a des restitutions à faire après ce forum? Oui, souvent c'est le CHETS, c'est le Centre des autres études de défense et de sécurité, qui est la commission scientifique, qui s'occupe également du rapport de ce forum. Et il y a ce qu'on appelle les actes du forum. Vous pouvez le retrouver sur les sites du ministère des Affaires étrangères, depuis le premier forum en 2014 jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les actes du forum, qui regroupent l'ensemble des discussions, l'ensemble des thématiques, l'ensemble des ateliers et toutes les recommandations qui ont été faites au sein de ces 9 éditions du forum. Avec cette édition qui va être présidée tout à l'heure par le président de la République et pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait vraiment un grand succès comme les autres forums passés. Docteur Damien Sène, bien évidemment, on parlait de lien entre l'économie, la sécurité également, et pour cela, on sait que l'État ne peut pas tout faire. Il est important également que les acteurs de la société civile, de manière générale, et chacun d'entre nous puisse également s'engager à cela. C'est un peu ce que vous faites avec l'engagement communautaire, en aidant les populations à la base à être dans de meilleures conditions, parce que, on le sait, parfois, c'est ce qui emmène les conflits, c'est ce qui emmène l'insécurité également.
J'ai l'impression que toutes ces questions, toutes ces discussions, effectivement, amènent à ce qu'on a fait. Aider les populations, faire de sorte que les jeunes, dans leur localité, dans leur région, puissent trouver les conditions idoines pour pouvoir s'épanouir, explorer leurs talents et développer leurs talents et trouver justement donc les moyens de rester le plus proche possible de leurs parents et de les aider. Nous avons compris, ceci étant depuis très longtemps, je suis professeur de médecine, donc je suis enseignant, je m'occupe de la santé, donc je vois aussi l'impact sur la santé. Et l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Afrique, la sécurité de l'Afrique dépendra de la façon dont nous allons nous occuper de ces jeunes-là. Donc quand on parle de l'Afrique des potentiels, c'est exactement ça. Il y a du potentiel, il y a énormément de potentiel. Et donc nous avons compris très tôt qu'il fallait renforcer notre localité, qui est une zone d'Ongoye, qui comprend à peu près 7 grands villages dans la commune de Tataguine, 14 000 habitants. Mais 14 000 habitants avec jusqu'en 2018 un seul collège et 800 élèves environ dans ce collège. C'est ça. Pour une zone de 14 000 habitants. Évidemment, se confronter à des jeunes qui devaient marcher 3-4 km par aller au lycée et beaucoup qui abandonnaient. Vous pouvez imaginer que le jeune qui abandonne, qui n'a aucune formation, ni professionnelle ni académique, est peut-être davantage tenté d'aller trouver une solution à l'extérieur quand il imagine que la solution intérieure n'existe pas. C'est pour cela que nous sommes battus, que nous avons créé l'Association internationale pour le développement et l'éducation d'Ongoye. D'abord avec mes amis, mes concitoyens issus de la zone donc en France, puisque je suis en France. Et ensuite, nous sommes venus au Sénégal, dans le village, où nous avons réuni environ 200 personnes, dont les 7 chefs de village, pour leur exposer en octobre 2018 quel était l'objectif. Et l'objectif, c'était de générer, dans une fusion des talents, dans une fusion des potentiels, mais de générer un programme holistique de développement de la zone qui comprend l'éducation, qui est un des piliers importants du développement, qui comprend la santé, le deuxième pilier important du développement, puis ensuite vous avez l'économie, vous avez le sport, je reviendrai peut-être dessus sur le futsal, mais également la culture. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui doit être ancré également dans la culture, parce que cette culture, c'est quelque chose de fondamental. Avec un objectif très clair qui revient finalement au développement, c'est de faire générer, grâce à l'instruction de la majorité des jeunes, de faire générer dans chaque famille 3, 4 à 5 cadres d'ici 5 à 10 ans pour éradiquer les pauvretés. Et si nous éradiquons la pauvreté dans les zones rurales, je suis intimement convaincu que l'immigration clandestine et l'insécurité baisseront. Absolument. Le développement précède peut-être la paix et la sécurité, ou la paix et la sécurité sont justement les gages du développement. Ils font partie intégrante de la paix et de la sécurité. C'est l'un ou l'autre, finalement. Ce qu'il vient de dire me fait penser au thème 2 du Site Events, réduire les fragilités et les conflits par la coopération dans le domaine de l'eau. Vous voyez, voilà, la disponibilité de l'eau, c'est une question de sécurité également. Absolument. La disponibilité de la formation et de l'information. C'est une question de sécurité, c'est une question primordiale de sécurité. Donc ce sont autant de questions qui sont débattues au cours de ce forum et qui permettent de mettre le doigt, de poser la réflexion sur les questions importantes de l'heure, sur les difficultés que traversent l'ensemble des populations, sur les expertises dans tous les domaines qui ont fait des études et qui spécifiques, fait l'audit de la situation et qui ont un endroit où s'exprimer, où partager. Ou échanger tout simplement. Ou échanger tout simplement. Les résolutions pourraient être remises aux autorités de l'Union. À l'Union africaine, par exemple. Ça pourrait servir de contribution, même si c'est un forum informel. Oui, comme je dis, les recommandations du forum et les actes du forum servent souvent à avancer sur des difficultés de l'heure. La situation entre la CEDEAO, qui est censée prendre des sanctions contre les États qui ont violé le traité ou qui ont, de manière antidémocratique, accédé au pouvoir. Voilà, ça c'est le plan formel entre la CEDEAO et ces États-là. Mais les deux peuvent se retrouver au forum. Et on espère que des solutions pour pouvoir vont jaillir trouver des ces solutions échanges. et Absolument. permettre de Merci faire bien les choses. d'avoir répondu
À nos questions ce matin, la cérémonie, c'est à 9h? C'est à 9h, c'est à 9h. Avec le chef de l'État? Avec le chef de l'État, avec un haut panel de hautes personnalités et des invités du chef de l'État. Et après, c'est la première plénière qui sera suivie de 3 ateliers dans la deuxième demi-journée. Très bien, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On va vous libérer justement pour pouvoir vous laisser rallier Diamniadio. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur des services judiciaires du ministère de la Justice, et également expert du comité scientifique du Forum Paix et Sécurité de Dakar, 9e édition qui démarre aujourd'hui et qui dure 48 heures, c'est bien cela? Oui, 48 heures, 2 jours. Voilà, très bien. Merci beaucoup encore une fois d'être passé sur ce plateau, Monsieur El Hadj Babacar Diop. On va souffler tout de suite en musique le clip du jour, un clip que j'offre spécialement à James, Yerim James Senghor qui fête son anniversaire aujourd'hui, influenceur mais également notre fils à l'équipe justement Kenki Liwa, n'est-ce pas Sarah? Oui, absolument. Joyeux anniversaire fiston. 20 ans c'est beaucoup, mais c'est véritablement une fierté et très suivi sur TikTok également, tu l'as dit. C'est James 769. Donc voilà, il a eu son bac l'année dernière. Ah, et maintenant, félicitations il fait à lui. une formation en management informatique et tout ce qui tourne autour du numérique également. Bon, donc voilà, grandit encore mieux. Il reste et toujours un rend bébé davantage fier. Devant nous, mais il reste toujours de bébés devant maman. Ses parents. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de souvenirs qui viennent. Un succès, mais voilà, longue vie, santé de fer et beaucoup de réussite dans la vie. Absolument. Très bien. Toumani m'a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Anta. Comment vas-tu? Ça va super. Tu connais un peu James sur les plateformes digitales? Oui, je le vois un peu sur TikTok et il fait de belles choses. J'ai également vu dans le clip de Wally, si je pense. Tout à fait. Wally Seck. Oui, joyeux anniversaire à lui, beaucoup de santé, réussite et bonheur tout simplement. Très bien. En tout cas, on te souhaite vraiment une longue vie. Et puis, ça me permet également de souhaiter une bonne journée à Kia Sherifa, Sophie Lour et également Kumba et Awa qui nous suivent quotidiennement. Alors, Sarah, on va enchaîner avec Toumani. Oui, d'accord. Alors, Toumani, tendance, qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Alors, ce matin, du Made in Africa encore et encore pour le premier élément, pour ce premier sujet. Je vous propose une interview d'une Miss, ou bien mannequin, je vais dire, qui va représenter le Sénégal à Miss Africa Golden pour la première fois. Alors, c'est la 6e édition qui aura lieu au Nigeria et pour une fois, pour la première fois, le Sénégal est bien représenté. Avant d'y aller, on a eu l'occasion ou bien l'honneur de lui tendre notre micro pour faire son portrait. Je vous propose de regarder. Alors, Kiné Mwanga qui représente le Sénégal au Nigeria pour Miss Africa Golden. Très bien. 2023. Et c'est la 6e édition et c'est pour la première fois que le Sénégal va y participer. Il faut rappeler qu'on l'a contactée sur les réseaux sociaux parce que naturellement, justement, sur les réseaux, elle met en avant le Made in Africa. Alors, elle l'a dit, elle parle français, espagnol, allemand. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Serer. Et Diola également. C'est une manga, mais elle n'a pas cité le Diola. J'espère que les Diola ne vont pas se fâcher ce matin. C'est une petite sœur à Catherine Manga, elle va parler le Diola. Alors la compétition de Miss Africa Golden a commencé depuis le 25 novembre et prendra fin le 4 décembre. Bien sûr, elle est passée ici au Sénégal pour préparer tout ça et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu lui tendre notre micro. Alors, ce concours est basé sur la promotion de la beauté africaine, mais également de l'intellect, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, au niveau des concours, il y a tout le temps une petite cause, en fait, autour duquel on regroupe les Miss. Et cette fois, pour ce concours d'Africa Golden, la cause, c'est la petite enfance, les enfants, les violences, etc. Alors, on regroupe toutes ces Miss-là, oui, pour mettre en avant le Made in Africa, pour mettre en avant l'intellect, mais également pour les utiliser parce que ce sont des porteuses de voix par rapport à tout ce qui est aide ou bien tout ce qui est, disons, parce qu'elle aussi, elle compte, bien je vais dire même, c'est dans ce sens-là qu'elle travaille pour
créer justement une association qui va aider les enfants. Donc, on ne l'a pas du tout choisie parce qu'elle était belle ou bien parce qu'elle a une peau très foncée. Oui, mais juste aussi par, ce qu'elle fait, grâce à ses actions. Voilà. Elle a parlé de Ketia Caviar. Oui, Ketia Caviar, c'est une marque, justement. C'est ces tenues qu'elle a portées. Si vous vous rappelez, on avait fait un élément sur le moubou africain qui a été revisité par les créateurs africains. C'était un plat, hein? Ah non, c'est une marque de boubou africain très jolie. Un caviar. Un caviar. Un caviar. Oui. Je pense que c'est du poisson fumé, non? C'est le poisson fumé et le caviar pour montrer un peu déjà le savoir-faire peut-être sénégalais et un peu à l'international. Est-ce qu'on peut mélanger les deux? Pourquoi pas? J'ai jamais testé. Ah bah, moi, le caviar, oui, mais les deux en même temps, non. En faire un peu de diaracé. Vous êtes docteur, est-ce que ça c'est bon pour la santé de mélanger tout ça? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le poisson et ses œufs sont tous les deux excellents. D'accord. À utiliser avec beaucoup de modération. Très bien. Alors justement, pour vous départager un peu, ici 2 semaines justement, on en a déjà parlé, on fera un élément sur cette marque. Et voilà, vous comprendrez pourquoi le créateur a choisi ce nom. Voilà. Alors peut-être pour terminer avec ce sujet, rappelez qu'il y aura 30 nationalités qui seront à ce concours et qui vont représenter un peu le monde parce qu'elle l'a dit, elle aussi, elle avait le choix de représenter l'Allemagne ou l'Europe à ce concours, mais elle a choisi de représenter le Sénégal. Voilà. On va prier pour elle, quoi. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de prières. Ça veut dire quoi, ça? C'est un bon choix d'avoir choisi le Sénégal pour représenter le Sénégal. Donc, très bien. On va prier pour elle, pour lui permettre de gagner. Inch'Allah, on va faire justement des prières pour... Abdelaziz. Abdelaziz, arrête de taquiner notre Miss, qui va nous représenter dignement, Kinemanga au Nigeria, c'est ça. Alors, on va continuer avec la culture africaine mise en avant par la première dame à la salle des banquets du Palais. Voilà, alors c'est pas une première. Il y a plus d'1 an, la première dame avait mis en avant justement le Made in Africa à la salle des banquets du Palais avec la première dame de la Hollande ou bien de la Pologne, si je me trompe. Et cette fois, c'est avec la première dame de la Roumanie, comme vous le voyez à l'écran, le Made in Africa, ou bien le Made in Sénégal, même, je vais dire, est mis en avant. Et il y a 1 an, c'était Djouma Diagne, c'était Tchane Diagne, mais cette fois, on a remarqué qu'elle a choisi des créatrices, peut-être qu'on ne reconnaît pas forcément, mais qui font leur bout de chemin et qui font un très beau travail. Alors, il y avait des artisans, il y avait des bijoutiers, il y avait des stylistes qui ont présenté des tenues, des bijoux made in Sénégal à la première dame. Et juste à la fin de l'élément également, on voit que le président de la République a rejoint justement la salle des banquets avec le président de la Roumanie pour voir également le savoir-faire local, tout simplement. Alors, peut-être en profiter un peu pour parler de la Roumanie. Parce que c'est vrai que c'est le Sénégal qui est mis en avant, mais on voit la belle première dame de la Roumanie qui était très attentive pour les explications et surtout lorsqu'on lui montrait l'encens. Et il vient de chez nous, notre tout ce qui vient de chez nous. Alors rappelez que la Roumanie est un pays d'Europe du Sud-Est connu pour la région connu pour le fait que, cette région est plutôt, il y a pas mal de forêts. Moi, lorsque j'ai regardé les images sur YouTube, je voyais quasiment pas de maison. Alors, c'est une belle verdure. C'est comme la Casamance. Elle est entourée par des montagnes, des Carpates. Et c'est une ville qui figure parmi les villes médiévales préservées. Très bien, merci beaucoup pour ce focus spécial. Roumanie, en tout cas, on a pu voir sur les différentes plateformes digitales cet événement et on aime vraiment cette joie de vivre que dégage notre première dame, Madame Marème Faye Sall, à qui nous souhaitons une agréable journée. Alors, Sarah Louia. Sur les images, le moigne là. Oui, ça doit être un cours magistral. Saluer véritablement cette initiative parce que c'est important, ça permet de vendre le Made in Sénégal. On connaît le rôle important des premières dames dans cela et c'est ce que fait très bien Marème Faye Sall également au Palais chaque fois qu'on a des invités de marque. Maintenant, tu l'as dit, ce n'est pas une première, on va dire que c'est devenu maintenant un rituel de présenter ce qu'on a de mieux à nos hôtes, c'est très bien. Elle ouvre la porte également à de jeunes stylistes, moi c'est ce que j'allais rajouter, c'est vrai qu'il y a des stylistes renommés qui sont connus partout, mais il y a de très jeunes stylistes qui font
sont de très belles choses également. Donc ouvrir la porte aux autres aussi et aux plus jeunes, c'est très bien. Donc félicitations pour cette belle initiative. J'ai beaucoup de stylistes qui aimeraient aussi y participer. Donc voilà, s'il y a une petite ouverture, je les place aussi. Mais vraiment bravo pour cette belle initiative au Palais de la République. Et comme on aime bien si bien le dire à Kenkeli Bassara, nos artisans du talent, et nous devons de leur donner de la valeur. Tout de suite, nous allons passer au bulletin d'information. Quelles sont les infos, les news de ce jour? Tout de suite, le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Ce sont des projets, solutions à l'intenable congestion de Dakar et de sa banlieue que le Premier ministre vient marquer d'une pierre blanche. La route des Niayes en 2x2 voies, des voiries urbaines connectées à elle via les Parcelles Assainies, des accès routiers plus fluides au niveau des agglomérations de Dakar et de Diamniadio. Ce programme permettra de réduire considérablement les difficultés d'échange qu'on note au niveau de Dakar sur les axes majeurs que sont l'autoroute A1, la nationale 1, Padoua-Malick-Sy, la route de l'aéroport et la VDN. Ce programme est d'une importance capitale dans la mesure où il permettra d'assurer la connexion globale de la voirie de Diamniadio avec l'autoroute A1, la nationale 1 et la VDN 4. Aux Parcelles Assainies, le projet prévoit d'aménager 18 km de voirie, un programme qui retient particulièrement l'attention du fils de cette commune nodale de Dakar. Là, c'est l'axe qui relie l'école Georges et les sapeurs-pompiers. Là, c'est l'axe de la rue Dabakh-Malik. Là, c'est l'axe qui relie la route des Parcelles Assainies et le croisement 22. Donc ça, c'est le croisement 22, c'est là. Voilà, le croisement 22, c'est là. Donc, tous ces tronçons vont être aménagés. Développement modeste. Et ça commence quand? On a déjà démarré. On va accélérer. Parcelles est déjà en fait satisfaction exprimée au terrain à Capes, occasion de son soutien au Sénégal, une journée d'espoir d'une capitale et de sa banlieue moins en proie aux embouteillages. Du bleu partout, un message fort en ce mois de novembre dédié à la sensibilisation sur les cancers masculins. À Touba Ndamatou, ils sont venus nombreux pour s'informer, mais surtout pour se faire dépister. Le cancer de la prostate, un cancer de l'appareil génital masculin. Le sujet, un tabou dans la société sénégalaise. Et pour faire passer le message, les spécialistes doivent s'y prendre délicatement. Nous profitons souvent de cette consultation pour informer aussi souvent la personne de ce que c'est que la prostate, de éventuellement après, plus tard, même si vous n'avez rien, que demain, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter d'arriver à un stade de maladie. Donc c'est très utile pour la population. L'initiative est fortement saluée. Ces hommes en savent désormais plus sur la maladie et ses conséquences. L'initiative est très louable. Parfois, on est obligé d'aller jusqu'à Dakar pour se faire soigner de certaines pathologies. Avec ce dépistage, nous sommes à présent informés sur cette maladie que l'on ignorait auparavant. Les médecins nous ont même fait savoir qu'on peut faire ce dépistage tous les 2 ans. La maladie touche un homme sur 8 dans le monde. Au Sénégal, les estimations révèlent un pourcentage non négligeable de personnes atteintes du cancer de la prostate. Près de 900 nouveaux cas recensés chaque année. Le cancer de la prostate est le 4e cancer après le cancer de l'utérus, le cancer du poumon, le cancer du foie. Donc pour vous dire que à peu près, il y a environ, les dernières études, c'est des projections, il y a environ plus de 7 000 à 8 000 décès par année dus à un cancer. Donc on peut dire qu'il y a plus de 800 décès par année. Donc on peut dire plus dû à un cancer de la prostate. Imprévisible, les symptômes sont souvent absents. Les signes se manifestent à un stade avancé de la maladie.
un cancer de la prostate qui présente un signe, c'est qu'il a dépassé l'organe. Parce que quand il dépasse l'organe, il touche la vessie, la personne peut uriner du sang. Quand il prend l'urètre, parce que la prostate est sous la vessie et traversée par l'urètre. Donc quand il prend l'urètre, la personne peut avoir des difficultés pour uriner, peut avoir uriné du sang, peut même se mettre en rétention d'urine, n'arrive pas à uriner. Heureusement qu'il partage ça avec d'autres maladies qu'on peut appeler bénignes, comme une hypertrophie bénigne de la prostate. Il partage ces signes. Un cancer avancé partage ces signes. Quand vous avez des signes, c'est de prier de bon Dieu pour qu'il ne soit pas un cancer. Parce que si c'est un cancer, ça a dépassé le stade de traitement radical, où on peut le traiter et que le guérir à 100%. Pour le faire, il faut que la personne soit consultée en dépistage pendant qu'il n'a pas encore de signes, pendant que la tumeur est encore au niveau de l'organe, ne dépasse pas l'organe. On va l'enlever radicalement et il ne restera plus rien. Dépasser ce stade, un stade de signe, c'est souvent au-delà de l'organe. Pour une prise en charge efficace, les spécialistes recommandent un dépistage à partir de 45 ans. Il ne faut pas avoir de signes pour venir consulter. L'idéal, c'est le dépistage, c'est-à-dire qu'on le voit avant qu'il ne présente des signes. Quand vous faites le dépistage, c'est vraiment des taux, vous faites un dépistage, il n'y a rien, vous êtes jeune, vous pouvez le faire 2 ans après. Vous pouvez le faire 1 an après, ça dépend de la situation, de votre situation. Si vous le faites chaque année ou chaque 2 ans, vous êtes sûr que dès qu'il y a un moindre écart, tout de suite, vous pouvez aller consulter et le médecin va se rendre compte que c'est localisé et c'est à ce moment-là qu'on peut faire vraiment un traitement efficace. À l'instar de Octobre Rose, Novembre Bleu est une occasion de sensibiliser sur les cancers masculins et de la prostate notamment. C'est aussi un mois pour lever des fonds en faveur de la recherche. Le Sénégal célèbre pour la première fois Novembre Bleu. Pour marquer l'événement à travers le monde, les hommes sont invités à laisser pousser leurs moustaches, symbole de masculinité et signe de leur engagement pour lutter contre le cancer de la prostate. C'était cet élément qui mettait fin au bulletin d'information à l'image d'Octobre Rose, Novembre Bleu. Alors, on n'en parle pas souvent. Un mois qui est consacré à la sensibilisation et on y reviendra après sans doute avec le professeur Damien Sène qui pourra se prononcer là-dessus, pourquoi pas très rapidement. Le mois de Novembre Bleu qui aujourd'hui sensibilise autour du cancer de la prostate. C'est vrai que c'est un cancer qu'il faut savoir dépister. Et c'est vrai qu'il faut faire du bruit autour de ce cancer qui touche l'appareil génital masculin, ce qui peut peut-être entraîner un certain nombre de réserves. Mais en même temps, il y a de vrais espoirs. C'est-à-dire que le cancer de la prostate peut aussi être en partie dépisté grâce à une prise de sang simple qu'on appelle le PSA. C'est le marqueur du cancer de la prostate. Et on peut surveiller ce PSA chez les hommes. À partir de 50 ans, 60 ans, il y a une petite frange de personnes qui auront un cancer beaucoup plus tôt, mais c'est assez rare que ça arrive avant 40 ans, 50 ans. Et en 2 ans, ce marqueur, avec une simple prise de sang, on peut voir son taux. Et soit les taux sont normaux, et en règle générale, quand les taux sont strictement normaux, il est rare qu'il y ait un cancer de la prostate, mais quand les taux sont très élevés, c'est quand même très suggestif de quelque chose qui se passe. Et ça peut aider. Donc, il faut aussi profiter des bilans, des check-ups annuels ou biannuels que l'on fait pour doser son PSA à partir de 50 ans. Ça peut être un outil, en tout cas, de dépistage. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et on vous a fait venir sur ce plateau ce matin pour non seulement célébrer tout ce que vous faites en tant que professeur de médecine interne, mais au-delà, c'est surtout au niveau de cette association que vous représentez sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Aide Ngoé, c'est ça. Aide ou aider. On aurait pu dire aider également avec l'accent des Sud. Dans tous les cas, c'est l'association internationale pour le développement et l'éducation de Ngoé. Très rapidement, en 1 minute, est-ce que vous pourriez nous présenter cette localité? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Alors, Ngoé se retrouve donc dans la commune de Tataguine, qui est dans la région de Fatick. Et pour faire assez simple, si vous prenez l'axe Ndiosmone qui va vers Fimela, c'est-à-dire vers les îles Ndangan, les îles du Sine Saloum, sur cette route, vous allez tomber
globalement sur la zone de Ngoye, qui comprend environ 7 villages, le centre Ndofongor, là où se trouve le lycée. C'est ça. Puis vous avez Ngoye Pofine, Ngoye Mbadat, Ngoye Belongo, Ngoye Mbayar, etc. La particularité, c'est qu'on est en milieu CRR et finalement tout le monde se connaît. En réalité, nous sommes une famille, une vraie famille. Dans chacun de ces villages, je retrouve des parents. Et cela est exactement la même chose pour tous les cadres qui constituent l'association. Donc l'association est formée de ressortissants de cette localité. Exactement. Nous, alors nous l'avons pensé en France avec un de mes oncles qui s'appelle François Malik Ndour, qui est le président de l'association. Nous l'avons pensé, mais nous n'avons pas voulu en faire une association d'expatriés. On parlait de l'Afrique des potentiels. Nous avons toujours cru que nous pouvions apporter des solutions et que pour apporter des solutions, il fallait absolument qu'il y ait une implication des gens du Sénégal, qui sont au Sénégal, qui sont issus de la localité. Et donc nous avons intégré la majorité des cadres qui sont issus de ces villages, de l'ensemble des villages, et nous avons ensuite intégré ceux qui étaient sur place au village, parce que chacun d'entre eux a également peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, on va revenir justement sur ces images qu'on est en train de voir. C'est la cérémonie d'inauguration du lycée de Ndofongor. C'est 18 classes que vous avez construites et équipées justement pour cette localité. Comment vous avez réussi à mobiliser les fonds? J'imagine que ça demande beaucoup de moyens. C'est des fonds propres, c'est des partenaires qui vous ont accompagné. Comment vous avez réussi cette prouesse? Cette prouesse, je l'ai, en tout cas, je pense toujours à l'expression la folie de l'amitié. Et mes amis qui suivent éventuellement cette émission, on le sauront, c'est d'abord un groupe d'amis. Et pour organiser cela, nous nous sommes d'abord axés sur ceux qui étaient les plus proches. Les amis qui depuis toujours ont voulu faire des choses. Les amis qui dans le village ont toujours voulu faire des choses et l'ont fait de façon individuelle. Évidemment, quand vous aidez de façon individuelle, vous avez toujours l'étiquette « Ah tiens, il veut faire la politique », etc. Et l'idée était vraiment de regrouper tout le monde sous une entité. Et ensuite, nous nous sommes mis en rapport avec des partenaires privés, qui sont des mécènes privés, qui sont en règle générale des amis, que je rencontre, à qui je parle de l'association, de l'objectif, de ce que nous faisons, mais surtout des mécanismes dans lesquels nous travaillons. La transparence, la probité sont des éléments essentiels. La confiance est un élément essentiel. Et nous avons voulu que chaque franc CFA qu'on nous confie aille à 99,9% pour l'objet. Et cela nous permet de fonctionner à des coûts réels. Nous avons voulu que quand on propose un plan A budgétisé, quand le bailleur arrive, le mécène arrive, qu'on trouve un plan A, voire un plan A augmenté, mais jamais en dessous. Et donc nous avons mobilisé sur le tout premier bâtiment qu'on a construit et livré en 2020, au moment où le lycée a été ouvert à la suite du CM en octobre 2018, 100 bâtiments, nous avons vite construit. Et les mécènes nous ont beaucoup aidés. Et avec 43 millions, nous avons construit ce tout premier bloc, tout équipé. 43 millions en bloc R+1, 6 classes. Ensuite, nous nous sommes tournés... Quand vous dites tout équipé, c'est-à-dire table, banc et tout ce qu'il faut? Ou exactement. Il y a aussi du matériel informatique? Alors, table, banc et tout ce qu'il faut. Et nous avons offert à l'établissement 2 ordinateurs portables. Nous leur avons offert 4 vidéoprojecteurs. Et nous avons équipé tout le bloc administratif, c'est-à-dire avec... la salle des professeurs, leurs fauteuils, leur climatisation. La bureautique, tout ce qu'il faut. La bureautique, nous avons offert un réseau. Enfin, nous avons offert tout ce qu'il fallait pour que cet établissement puisse fonctionner dans de meilleures conditions. Pour le deuxième bloc, nous sommes allés voir la Fondation Sonatel. La Fondation Sonatel, en grande partie grâce à Chertidiane Bay, l'ancien DG de la Sonatel. Et j'ai retrouvé à la Sonatel une femme exceptionnelle qui est Madame Fall Sidibé. Une très grande classe, une très grande générosité, qui a su nous écouter et qui a su porter le projet que nous avions écrit en bonne et due forme et a su le présenter au conseil de fondation. Et à ce moment-là, il faut que je remercie Sékou Dramé, qui est le DG, qui a été également à l'écoute. Et finalement, ce projet a été validé et la Fondation Sonatel nous a fait une subvention de 40 millions qu'elle a confiée à l'association et nous avons construit, puisque le premier bloc et le deuxième bloc, la Sonatel, c'est nous qui l'avons construit. C'est-à-dire nous sommes maîtres d'œuvre. C'est ça. Et Mamadou Diouf, qui est le secrétaire général adjoint qui est ici, contractualise à notre nom, ou l'association contractualise avec un maçon, un entrepreneur à qui nous devons la main-d'œuvre, mais nous achetons le fer, le ciment, le béton. Nous allons contractualiser avec les plombiers, avec les électriciens.
Le troisième bloc de 6 classes a été intégralement financé par la Fondation de port autonome de Dakar. Et quand je dis intégralement financé, tout comme la Sonatel, c'est les bâtiments, les tableaux-bancs, les armoires qui vont avec. On mobilise tout cela parce que les gens sont très sensibles à ce sujet, mais sans doute aussi parce qu'ils voient la façon dont nous fonctionnons, une fois de plus, axée sur la probité, sur la transparence, sur la confiance. Il y a à peu près combien d'élèves dans cet établissement aujourd'hui? En 2018, quand nous sommes mis un rapport avec le ministère de l'Éducation nationale, à l'époque Serine Baïkiam, à qui nous disons également merci, il y avait 800 élèves au CEM. Nous nous sommes battus pour ces élèves qui étaient en troisième, qui passaient en seconde, n'aillent plus à l'ULCSM ou ailleurs. À l'ULCSM, c'est 3-4 km à pied. Nous avons commencé donc la construction. Nous sommes 5 ans plus tard. Nous sommes passés de 800 élèves à 1826 élèves aujourd'hui. Wow. 1826 élèves aujourd'hui. Ils vont pouvoir étudier dans de meilleures conditions grâce à vous, c'est ça? Dans de meilleures conditions, en restant chez eux, jusqu'au bac, avant de sortir de là pour aller dans des universités ou dans des écoles de formation. En 1 minute, très rapidement, je voudrais que vous puissiez nous parler des autres actions que l'association a déjà eu à mener et puis véritablement des perspectives. Les actions prochaines, par exemple, dans le domaine de l'éducation, c'est la bibliothèque et un centre informatique, que nous espérons en 2024. C'est le laboratoire scientifique pour permettre aux jeunes de palper la science et permettre peut-être d'augmenter le pourcentage de jeunes qui sont dans les classes scientifiques. C'est un gymnase. Et dans ce gymnase, on parlait de futsal. Nous voulons, et d'ailleurs nous aurons un gymnase, puisque nous avons un partenaire qui a pris la décision de financer intégralement le gymnase. Nous aurons un gymnase, et dans ce gymnase, aux normes internationales, nous pourrons faire du futsal, donc à partir de novembre 2024. Nous avons d'autres actions dans la santé, avec Octobre Rose, qu'on a organisé avec CACO. Nous avons d'autres actions dans la culture, dans l'économie, dans l'environnement. Donc, nous voulons vraiment une prise en charge globale du développement dans cette zone. Très bravo. Et vous avez beaucoup de messages sur nos différentes plateformes digitales. Et si vous permettez, Amélie Mbaye, que vous connaissez. Oui. Amélie Mbaye, que vous connaissez, a décidé, a pris l'initiative d'être la marraine de l'événement. Elle était présente avec nous pendant 48 heures. Elle a été là. Et je profite également de ce moment pour remercier Moutagassi, qui est le directeur général du port autonome de Dakar. Ibrahim Ndiaye, qui est DG d'Ageroute, qui nous a permis d'obtenir un financement avec CRBC pour construire un collège qui est adjacent à Ngoye. Et une pensée pour Fatou Kine Diakate, ça c'est un titre personnel, qui est une amie, qui est une grande, pas actrice en tout cas, une grande peintre, artiste sénégalaise. Fatou, si tu m'écoutes, toutes mes pensées vers toi, sois résiliente et on va y arriver. Très bien, merci à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous avez beaucoup de messages sur nos plateformes digitales. Des personnes qui vous félicitent, notamment Samba Guissé, Claude Diouf, Aminata Diassar. Alors, il y en a beaucoup, des messages. Et d'autres personnes également qui vous remercient. Madame Diouf, Detcheaou. Alors, merci beaucoup justement pour tout ce que vous faites pour eux dans le domaine plutôt sanitaire, de la santé plutôt, au lieu de sanitaire. Alors, merci à vous de nous avoir suivis dans une poignée de minutes. Vous suivrez justement le plateau spécial avec Ramat Adem pour le forum sur justement la paix et la sécurité qui se déroulera au niveau de Diamniadio. Kinkiliba tire à sa fin. Juste avant de terminer, autant pour moi, permettez-moi de présenter nos condoléances à la famille justement de François Sec qui a perdu sa maman. La levée du corps, ce sera aujourd'hui. Ce sera aujourd'hui à 13h, bien évidemment, à l'hôpital principal. La messe d'enterrement, ce sera à 15h à la cathédrale, suivie de l'enterrement. Et les condoléances seront reçues également sur le parvis de la cathédrale. Donc, nos sincères condoléances et que Maman Christine repose en paix. Exactement, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous demain, 6h30, pour un numéro de Kinkili. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know
where we align was